Touristes tués, dont beaucoup de Français. Jimmy Carter, les procès de Moscou menacent la détente. Les 4 dissidents devant leur juge et sans défenseur. Pour la première fois depuis la libération, 10 000 manifestants, toutes opinions politiques confondues, à Paris. Négociations dans la fonction publique, accord en série, Jacques Dominati, le sens de ce dégel social. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce qui s'est passé tout à l'heure, en début d'après-midi, en Espagne, près de Tarragone, est vraiment épouvantable. Il n'y a pas d'autre mot pour le qualifier. 180 morts, peut-être 200, dans un camp de camping au bord de la mer. Un camp où se retrouvaient en majorité des étrangers, des touristes français, allemands et dans une moindre mesure belges, britanniques et néerlandais. Vous avez bien entendu 200 morts. C'est un camion-citerne chargé de propylène qui a explosé aux environs de 15 heures. Le camping était complet et c'était là-bas à l'heure de la sieste. Les premiers témoignages des rares survivants sont effroyables. Un souffle comparable à une explosion atomique. Des automobiles, des caravanes, des hommes, des femmes, des enfants soufflés vers la mer. Un cratère de plusieurs mètres de profondeur et d'une vingtaine de mètres de diamètre. Et puis vous l'imaginez, des réactions en chaîne, c'est-à-dire des explosions de bouteilles de gaz butane dans les caravanes et dans les tentes, aggravant et incendiant ceux qui avaient été épargnés. Tout cela s'est donc passé, je vous le répète, près de San Carlos de la Rapita, vous le voyez, dans le camping de Los Olfarques. Sur la route, notre envoyé spécial permanent en Espagne, Bruno Albin. Bruno Albin. Eh bien, tous les premiers témoins qui sont arrivés sur les lieux de la catastrophe trouvent les mêmes mots pour décrire ce qu'ils ont vu. Ils parlent d'enfer, d'explosion atomique. Ce que je peux vous dire, c'est qu'une partie de la citerne qui a explosé à l'intérieur du camping a volé en éclats et que le plus gros morceau de cette citerne a été retrouvé à plusieurs centaines de mètres de l'endroit de la catastrophe. Un dancing qui était très très proche du terrain de camping a lui été littéralement soufflé. Il n'en reste rigoureusement rien. Le chiffre de 180 morts est pour l'instant provisoire. Il a été confirmé tout à l'heure par la garde civile. Mais ce que l'on peut ajouter, c'est que le nombre des blessés est très important et que ces blessés sont pour la plupart atteints de brûlures très graves, de l'ordre de 50 à 80%, ce qui laisse malheureusement présager que la liste des morts sera encore plus longue qu'elle ne l'est actuellement. Actuellement, les autorités espagnoles sont en train d'essayer de rassembler sur les lieux de la catastrophe un maximum d'hélicoptères pour transporter les blessés vers des hôpitaux qui puissent les accueillir, car tous les hôpitaux de la région où a eu lieu l'accident sont déjà pleins. Les automobilistes aident au sauvetage. C'est la seule chose que l'on peut dire pour l'instant à l'issue de cette catastrophe qui a fait, je vous le rappelle, 180 morts, bilan provisoire. Oui, 180 morts, parmi lesquels, nous vous l'avons dit, beaucoup de Français. Pour l'instant, bien évidemment, nous ne connaissons pas le détail. Ce que nous pouvons essayer d'imaginer pendant que Bruno Albin est en train de regagner Valence, il est à quelques kilomètres maintenant de l'endroit de la catastrophe et il va peut-être nous joindre avant la fin de ce journal. Eh bien, ce qu'on peut peut-être voir avec vous, Georges Leclerc, c'est la cause de cet accident. C'est d'abord ce propylène qui n'est pas du propane, non, il faut alors, bien le dire. Le propylène est un liquide industriel d'origine pétrolière. Il n'a rien à voir avec le gaz propane de vos bouteilles. Il peut être issu chimiquement du gaz propane, mais il n'a rien à voir. Hein. Vous n'avez en principe pas du tout de propylène chez vous. Vous n'avez aucune raison d'en avoir. Il s'agit d'un produit très courant en raffinerie qui se transporte sans arrêt d'une raffinerie à une autre, ce qui prouve qu'il n'est pas très dangereux quand on le manipule bien. Mais chez vous, vous n'en avez pas, donc ne craignez rien. Deuxièmement, ce propylène, qui est un corps assez difficile à obtenir, il est fabriqué par vapocraquage dans les grandes raffineries. Vous voyez, on craque le pétrole, le naphta pour obtenir ce propylène. Il sert à beaucoup de choses, des matières plastiques, des détergents, des additifs dans les lubrifiants. Vous voyez donc pourquoi il est très, très courant. Mais on a demandé aux pompiers s'ils connaissaient ce produit, vous voyez, comme produit dangereux. Ils nous ont dit, bien sûr, il est classé dans la même catégorie que le kérosène, avec 2 très gros dangers. Premièrement, quand il se mélange à l'air, il y a risque d'explosion, un peu comme tous les hydrocarbures, l'essence, etc. Deuxièmement, quand il est échauffé, entre 50 et 100 degrés, il peut exploser. C'est probablement un des 2 scénarios qui a dû se passer avec la citerne. Alors autant qu'on sache, pour l'instant, cette citerne ne devait pas être dans le camp, elle était certainement remorquée. Sur une route le long du camp, oui. Et il semble que cette remorque se soit détachée et aboutit finalement dans le camp de camping, provoquant ces 200 morts. Oui, elle a peut-être explosé avant d'être détachée ou après, ça je ne sais pas, mais il y a une chose qui est très grave, c'est que quand le propylène, qui est un liquide, s'enflamme et explose, il est projeté partout, il devient gazeux, il est très difficile de l'éteindre. Si vous l'avez sur vous, c'est presque comme le napalm de la guerre, vous voyez, enfin à toute proportion gardée, et les tentes ont dû brûler, les gens aussi. Et donc les brûlures des blessés sont très très graves. Aussi, il y a une seule solution pour s'en tirer, c'est des très très grandes quantités d'eau pulvérisée, mais on ne les avait pas là-bas.
Bien, je vous le répète donc, Bruno Albin n'est plus qu'à quelques kilomètres de l'endroit de cette catastrophe. Il va sans doute nous appeler d'ici à la fin de ce journal. En attendant, bien évidemment, dès que nous savons quelque chose, nous vous informons. En attendant, et c'est aussi la loi de l'actualité, le reste des informations à l'étranger, à commencer par la suite des procès soviétiques, ce que l'on appelle la saison des juges, des procès qui donnent lieu à une succession d'incidents. Madame Gainsbourg, la femme de l'accusé de Kalouga, a été cet après-midi expulsée du tribunal. Non loin de là, à Vilnius, le procès du dissident lituanien Viktor Piaktus a été suspendu au bout d'une heure et demie. Enfin, à Moscou, deuxième journée du procès Sharansky, son épouse verra après-demain Cyrus Vance, le secrétaire d'État américain, si vous voulez l'équivalent de notre ministre des Affaires étrangères. Le procès d'Anatole Sharansky devant la chambre criminelle de la Cour suprême de Moscou se déroule toujours à huis clos. Ainsi, la mère de Sharansky, que l'on voit ici, s'est vue refuser l'accès du tribunal. De même, les journalistes occidentaux doivent se contenter de filmer les abords du palais de justice et d'assister aux conférences de presse des porte-paroles officiels. Aujourd'hui, la Cour a examiné les accusations d'espionnage portées contre Sharansky. D'après son frère, seul membre de la famille à avoir pu assister au débat, Sharansky paraît en bonne forme et sûr de lui. Il a récusé l'avocat commis d'office et assure désormais seul sa propre défense. Il peut s'exprimer devant la Cour sans être interrompu. Toujours selon son frère, Sharansky a refusé de reconnaître sa culpabilité et a qualifié les accusations portées contre lui d'absurdes. Il a refusé par avance de répondre à des questions sur ses relations avec les étrangers et a affirmé que son action en faveur de l'émigration des Juifs soviétiques était justifiée par les termes de l'accord d'Helsinki. Alors Georges Bortoli, est-ce qu'on peut essayer de comprendre pourquoi il y a eu procès, pourquoi il y a eu 4 procès en même temps? Il faut dire d'abord que les phénomènes de dissidence prennent actuellement une ampleur telle qu'ils inquiètent vraiment les dirigeants soviétiques. Ça n'est pas une inquiétude feinte, c'est une véritable inquiétude. Il y a quelques jours, sur une grande route près de Kalouga, précisément la ville où on est en train de juger Alexandre Gainsbourg, il y avait une inscription sur la chaussée « Abba Brejnev ». Alors vous savez, moi j'ai parcouru pas mal les routes soviétiques et pendant pas mal d'années, je n'ai jamais vu d'inscription comme ça. Il y avait même un détail courtelinesque, c'est que la peinture était de tellement bonne qualité qu'on n'arrivait pas à faire partir l'inscription, alors on a cassé le macadam au marteau piqueur. Donc, devant une montée de la dissidence, de l'esprit contestataire si vous voulez, eh bien, les autorités soviétiques font un exemple, 4 procès simultanés. Et puis, ce n'est pas sans conséquence sur le plan international, surtout à quelques jours de la rencontre Vance-Gromyko à Genève. On peut imaginer qu'il y a peut-être un moyen de chantage, là. Ben, écoutez, c'est très curieux, parce que les soviétiques savent tout de même très très bien que lorsque l'on parle de violation des droits de l'homme à Jimmy Carter réagit un petit peu comme le taureau à qui on montre le rouge. Il fonce. Effectivement, il a foncé. Il a dit que les États-Unis pourraient reconsidérer leurs relations avec l'URSS. Il est mécontent, il le dit sans ménagement. Enfin, avec un ménagement tout de même, il a fait dire qu'il n'était pas question de reporter les négociations Vance-Gromyko sur le désarmement. Mais c'est tout de même une menace d'escalade dans ce que M. Brejnev lui-même a appelé la guerre fraîche. Et les Soviétiques savaient que ça allait se passer. Ils ont pris le risque donc de déclencher cela. D'autant que partout dans le monde, vous le disiez, cette série de procès a suscité l'indignation. Des manifestations de soutien ont été organisées dans la plupart des démocraties, aux États-Unis, en Israël bien sûr. Je vous rappelle qu'Anatoly Sharansky est juif et qu'il voulait immigrer là-bas. Enfin, à Paris, depuis un peu plus d'une heure et demie. Peut-être 1 millier de personnes aujourd'hui à cette manifestation, ce qui prouve, si c'était nécessaire, combien les Français sont sensibles à ce qui se passe aujourd'hui à Moscou. Beaucoup de particuliers sans étiquette, ni syndicale, ni politique. Mais le plus surprenant reste que pour la première fois, sans doute à Paris, une manifestation réunit autour de Mme Sharansky autant de couleurs politiques différentes. PS, mouvement d'extrême gauche, mouvement antiraciste, CDS, un républicain indépendant, syndicat de toute tendance, et le Parti communiste, représenté sans les têtes les plus importantes, mais tout de même avec le délégué du PC à Paris. On constatera que le Parti communiste, en pleine conformité avec sa politique, intervient pour défendre la liberté partout où elle est menacée. On a un peu l'impression que vous êtes un peu contraint et forcé par l'opinion publique à vous associer à cette manifestation. C'est une erreur complète. Nous sommes contraints à participer à toutes les actions en faveur de la liberté par notre propre politique, par notre propre détermination. Pour nous, la démocratie est le but à atteindre
elle est aussi le moyen d'y parvenir. Nous récusons catégoriquement toute notion qui tendrait à envisager le socialisme autrement que dans le plein épanouissement de la liberté. C'est notre politique pour notre pays, c'est aussi notre point de vue pour tous les pays du globe. La liberté ne se partage pas. Aux États-Unis, les réactions au procès des dissidents sont très vives. Tant à Washington qu'à New York, il y a eu des manifestations. Le bureau de l'aéroflotte à New York a été plastiqué. Une motion a été soumise au Sénat qui exigerait la suspension immédiate des échanges culturels et scientifiques avec l'URSS et l'arrêt des négociations sur les armements stratégiques. Enfin, le président Carter, qui va envoyer une lettre de protestation à Leonid Brejnev, a laissé entendre que les États-Unis seraient amenés à réviser leur attitude vis-à-vis de l'Union soviétique. Un porte-parole a même suggéré que les États-Unis pourraient boycotter les Jeux Olympiques de 1980 qui doivent se tenir à Moscou. Vive émotion en Israël où des milliers de personnes sont venues prier pour Sharansky et les autres accusés devant le mur des lamentations à Jérusalem. Les manifestations se sont également déroulées à Tel Aviv. Au Parlement, les députés ont adopté une motion condamnant les procès de Moscou et demandant au président Carter d'adopter une attitude très ferme face à l'Union soviétique. Le Premier ministre Begin a affirmé que seul Jimmy Carter, par une intervention directe auprès de Leonid Brejnev, pourrait sauver la vie d'Anatole Sharansky. Et bien précisément, demain, dans notre journal de 20h, Jimmy Carter évoquera pour Antenne 2 la position américaine sur les dissidents et sur leur traitement en URSS. Jimmy Carter y répondra en exclusivité aux questions de notre envoyé spécial permanent Jacques Segui à quelques jours du sommet de Bonn. Et c'est à ce sommet que nous consacrons d'ailleurs notre magazine du soir, Question de temps, son titre « Des dollars et des hommes ». C'est par amour pour Moscou qu'un grand résistant français est tombé pour espionnage. Il s'appelle Georges Beaufils. Il a 66 ans. Il est jugé en ce moment par la Cour de sûreté de l'État. Jugé pour intelligence avec des agents de puissance étrangère. En termes moins pompeux, il a fourni des renseignements confidentiels aux agents soviétiques. Et on peut se demander en tout cas, Jean-François Kahn, comment un héros de la dernière guerre peut tout d'un coup devenir espion. Un véritable héros, il faut le dire. L'homme qui comparaît devant la Cour de sécurité de l'État a la croix de guerre, a la médaille de la résistance, a la Légion d'honneur, ça a été un compagnon de Chaban-Delmas, il a été présenté, félicité par le général de Gaulle, un véritable héros. Alors, effectivement, comment est-ce possible? Parce que, au lendemain de la résistance, de cette grande résistance qu'il a faite, bien, Beaufils continue, s'engage dans l'armée, fait une école d'officier, et il commande même en second un régiment de Zouaves à Tunis. Et nous sommes en 52. Or, d'un seul coup, en 1952, il est mis au rencard. Le terme est juste, car c'est comme ça qu'il le ressent à cause de ses opinions communisantes. Alors, il le dit lui-même, il a le sentiment de pourrir sur pied. Cet homme qui est un homme actif, cet homme qui a eu l'impression de faire l'histoire, d'un seul coup, il a l'impression que tout s'écroule autour de lui, qu'il ne sert plus à rien, qu'on ne s'occupe plus de lui. Et il se trouve des agents soviétiques, et c'est ça qui est intéressant, pour le savoir, pour sentir cette faille. Sentir qu'il y avait un terrain voilà. possible. Alors au cours d'une réunion, d'un cocktail pour l'anniversaire de la Révolution d'octobre, en 64, des journalistes, soi-disant journalistes soviétiques, l'approchent et discutent avec lui, le félicitent, le flattent, lui donnent l'impression qu'il est important, lui parlent d'affaires militaires, comme si son opinion comptait encore. Mieux que cela, un de ces journalistes, un jour, l'invite à aller dans sa datcha à Moscou. Tout frais payé. Et en une journée, il lui obtient un visa. Il ne se méfie pas, il y va. Alors il revoit ces journalistes qui lui demandent des renseignements, qui lui demandent des documents, qui lui demandent des livres plus ou moins confidentiels. Et alors, vous voyez, peu à peu, ça monte d'un cran, d'un cran, d'un cran. Et peut-être au début, ne se rendait-il pas compte de ce qu'il faisait. Et lorsque d'un seul coup, alors on en arrive à, je sais pas, au roman d'espionnage presque de série B, lorsque tout à coup on lui donne un poste pour capter les messages secrets, il reconnaît ces messages en écoutant un vers des Fleurs du Mal de Baudelaire. Lorsqu'on lui donne par exemple un faux extincteur d'incendie creux, des microfilms, enfin tout le l'appareillage de James Bond, alors sans doute c'est trop tard. Il est pris dans le réseau, il ne peut plus aller à l'arrière, il lui faudra des années pour s'en dégager. Entre-temps, il sera peut-être devenu un espion. C'est une tragédie. Donc, Georges Beaufils, jugé en ce moment par la Cour de sûreté de l'État. Plus qu'une faille, un abîme. L'Albanie est aujourd'hui plus isolée que jamais. Elle est doublement et assez doucement en train de rompre ses liens avec la Chine. Pékin a en effet aujourd'hui interrompu son assistance économique. Et cela suit de près le début d'une querelle idéologique. Les Chinois ont décidé de rappeler leurs techniciens à Tirana.
La Chine qui par ailleurs est toujours en conflit mais beaucoup plus ouvert avec le Vietnam. Hanoï annonce que plusieurs avions de chasse chinois ont violé il y a 3 jours son espace aérien. Mauritanie, eh bien la situation est calme à Nouakchott, la capitale. Les aéroports doivent réouvrir demain, le couvre-feu est abrégé et l'on ne perçoit pas d'agitation dans les rues. Cela dit, on s'interroge toujours sur les motivations du gouvernement mauritanien. 8 militaires et 8 civils. Toutes les capitales voisines restent sur une prudente expectative et l'on ne sait pas toujours quelle sera l'attitude du nouvel homme fort du pays, M. Salek, à l'égard des rebelles sahraouis. C'est la guérilla menée par le Front Polisario depuis près de 3 ans qui a précipité la chute du régime de Mokhtar Ould Daddah. Les dirigeants du Front Polisario ont à plusieurs reprises affirmé qu'ils recherchaient la déstabilisation de la Mauritanie. Ils sont arrivés à leur but en asphyxiant économiquement le pays. La grande richesse de la Mauritanie étant le minerai de fer de Zouérat, ils n'ont pas cessé d'harceler militairement le train qui de Zouérat à Nouidhibou, sur l'océan Atlantique, était le cordon ombilical du pays. L'exploitation devenant de plus en plus difficile, l'économie du pays a sombré, créant un énorme malaise social et un mécontentement général de la population. Avalant la plupart des devises pour acheter de l'armement et créer une armée moderne, le trésor mauritanien était pratiquement en cessation de paiement. Les soldes des militaires et d'autres fonctionnaires n'étaient plus payés depuis plusieurs mois. Mais cette tactique du Front Polisario ne s'est-elle pas retournée aujourd'hui contre lui? Inquiet de l'évolution de la situation, du pourrissement intérieur, pour prévenir des maux encore plus grands et éviter l'arrivée au pouvoir d'éléments de gauche ou révolutionnaires, les véritables instigateurs de ce coup d'État ne seraient-ils pas les Marocains et les services de renseignement occidentaux? Peut-être, mais rien n'est véritablement joué, car en Afrique, quand on entre dans le cycle des coups d'État militaires, les retournements d'alliance sont imprévisibles. Espagne toujours avec une actualité bien sûr d'une toute autre dimension que celle que nous allons évoquer à nouveau tout à l'heure. Journée ville morte à Pampelune dans le Pays Basque. Des funérailles impressionnantes ont été réservées aux jeunes militants séparatistes tués par la police samedi. Plus de 10 000 personnes derrière le cercueil recouvrant recouvert du drapeau de l'ETA. La situation reste tendue. Des manifestations dans plusieurs villes ont d'ailleurs provoqué de nouveaux incidents avec les forces de l'ordre. Ce matin encore, un mort et plusieurs blessés au cours d'affrontements à San Sébastien. Et il y a toujours d'ailleurs à l'heure actuelle des barricades dans les rues de la ville de San Sébastien. Pour en terminer tout à fait avec l'actualité à l'étranger, j'ajoute que les douaniers italiens sont à nouveau en grève. 400 camions sont immobilisés depuis ce matin, depuis le tunnel du Mont-Blanc. Vous avez pu voir depuis le début de ce journal derrière moi une intense activité. Tous nos reporters essaient de téléphoner en Espagne, près de Tarragone, pour essayer de savoir ce qui s'est passé réellement, quel est le nombre des morts et des blessés dans l'explosion de ce camping. Eh bien, Noël Mamère a réussi à donc centraliser tous ces renseignements et il semble, Noël, que la situation sera vraiment dramatique, aussi bien pour les quelques survivants que pour les blessés, car les blessés sont très gravement atteints. Oui, il y a plus de 70 blessés qui ont été réceptionnés dans les différents hôpitaux qui environnent Tarragone. Et selon les médecins de ces hôpitaux, ces 70 blessés n'ont pratiquement aucune chance de survie. La plupart sont brûlés à 100%. Et rappelons que le premier bilan donne à peu près 182 morts à peu près, oui. Et puis, tout à l'heure, vous évoquiez avec Georges Leclerc les conditions de cet accident. Vous disiez que la citerne s'était détachée du camion. C'est effectivement ce qui s'est passé sur cette route nationale qui est très empruntée par beaucoup de camions de fruits et légumes et beaucoup de camions citernes. Cette citerne s'est donc détachée. Elle a emprunté une course folle jusqu'au centre du camping et c'est là qu'elle a explosé précisément. Et selon certains témoignages, ils disent que ça ressemblait à une explosion atomique. Bien, je vous rappelle que nous espérons toujours avoir Bruno Albin tout à l'heure en direct des lieux de la catastrophe, car il ne se trouve qu'à quelques kilomètres de ce camping. Donc. Passons maintenant à l'actualité française avec le dossier numéro 1, une manifestation très spectaculaire de la crise des chantiers navals. 1347 licenciements annoncés à La Ciotat, soit à peu près un salarié sur 3 ou 4, ce qui est énorme. Et si les carnets de commandes ne sont pas mieux remplis, le chiffre pourrait s'alourdir encore plus tard. Les syndicats, soutenus par la municipalité communiste, appellent d'ailleurs les employés à débrayer et à manifester demain matin. Ce navire est l'un des 6 derniers en construction au chantier de La Ciotat qui n'ont pas reçu de commande depuis 4 ans. La crise est mondiale, même les numéros 1, les Japonais, sont touchés. Mais la France, avec près du quart des commandes en moins en 1977, accuse une chute 2 fois plus importante que dans le monde en général.
Or, chez nous, la construction navale emploie 60 000 personnes. À Nantes, par exemple, aujourd'hui, la direction de Dubigeon-Normandie annonce une réduction de la durée hebdomadaire du travail. Mais la région la plus touchée, c'est la Méditerranée. À La Ciotat, les chantiers font vivre la moitié des salariés de la commune. Or, après 300 mises en pré-retraite, la suppression des 1300 emplois annoncés pour le 1er octobre fait qu'au total, près du tiers du personnel aura disparu cette année. Mesure inévitable pour la direction qui en attend un sursis pour 2 ans. Nous sommes tout à fait conscients, avec 6 000 emplois, d'être le plus gros employeur de la métallurgie dans le département. La Ciotat a de tradition un chantier naval, mais enfin elle occupait 4 000, 4 500 personnes jusqu'en 68. Pendant 10 ans, nous avons pu tenir ce niveau d'emploi de 6 000. Nous voudrions le tenir plus longtemps. Nous espérons le retenir dans le futur. Mais enfin, il faut être à l'évidence. Aujourd'hui, nous devons faire un repli stratégique. Et je crois que notre premier devoir, c'est de sauver d'abord les 4 500 emplois qu'on peut peut-être espérer sauver dans cette période difficile si on s'accroche, si on se bat. Et si on réduit son activité au niveau que nous avons choisi, qui nous paraît être le minimum possible. Les syndicats demandent à l'État d'intervenir. Pour les élus locaux, il faut obliger les armateurs qui reçoivent des aides gouvernementales à construire français. Ces aides atteignent 20% du prix des navires. Mais alors que l'OCDE préconise une réduction de leur activité, la France peut-elle subventionner ces chantiers? Après le secteur privé, les premiers accords de salaire viennent d'être signés dans le secteur public et nationalisés par l'ensemble des syndicats, sauf la CGT et la CFDT. Je vous citais vendredi le cas de la fonction publique. Et bien aujourd'hui, c'est au tour de la SNCF. 4 organisations syndicales ont signé l'accord salarial 78. Dans les 2 cas, maintien du pouvoir d'achat et progression plus importante des bas salaires. Ce qui est important, c'est qu'il y ait non seulement des garanties, mais qu'il y ait une progression. S'il n'y avait pas d'accord du tout, eh bien, le gouvernement, bien entendu, continuerait à gérer. Il ferait son travail. Mais est-ce qu'il irait au-delà ? Alors, ces accords sur les salaires apparaissent, et on peut se demander pourquoi, davantage comme un succès pour le gouvernement que pour les syndicats. Pour ma part, je ne le crois pas. Je crois vraiment que c'est un succès pour les syndicats. C'est un succès pour les syndicats dans la mesure où ils ont très bien compris, les syndicats, qu'en ce qui concerne la fonction publique, il fallait sortir de, excusez-moi l'expression, mais du cimetière. Vraiment du cimetière. Et c'est un nouveau départ. C'est, à mon sens, pour la fonction publique, une ère nouvelle, à la fois de recherche, de progression, je ne dirais pas de concertation, mais de dialogue. Et je suis persuadé que les syndicats signataires qui ont rendez-vous avec moi en novembre pour faire le point, l'envisagent ainsi. Et c'est une des raisons pour lesquelles la CGC, par exemple, a signé les accords. Pour vous, il y a une nouvelle atmosphère dans la politique, disons, contractuelle? Ah, j'en suis persuadé. J'étais très très étonné, je ne vous cache pas, du contact que j'ai eu avec les syndicats, je dirais avec tous les syndicats de la fonction publique. Et c'est une atmosphère, je ne sais pas si elle est nouvelle, puisque je suis un nouveau ministre, en tout cas, je suis agréablement surpris. Nous parlions tout à l'heure d'un secteur en crise, celui des chantiers navals. En voici un autre, le bâtiment. Un secteur qui fait travailler plus d'1 million de personnes. Eh bien, en 4 ans, il a perdu 15% de ses salariés. Le gouvernement a décidé de réagir. Michel Dornano a annoncé le déblocage de 7 milliards de francs de crédit pour l'accession à la propriété, ce qui devrait permettre la construction de 25 000 logements, donc donner du travail à cette industrie. C'est un premier pas dans la bonne direction, dit la Fédération nationale du bâtiment. L'Union des HLM, quant à elle, juge ces mesures trop timides. Elle pense qu'en tout état de cause, elles ne pourront pas enrayer la crise qui menace ce secteur économique. 15 000 emplois donc supprimés en 4 ans. Redéployer l'économie, c'est agir sur de nombreux leviers. Certains commandent l'ensemble des secteurs d'activité. On peut, par exemple, abaisser le levier fiscal et alléger les impôts des entreprises. Ou bien, et c'est le choix actuel de Raymond Barre, relâcher le levier prix en libérant notamment les prix industriels. On pourrait aussi agir sur le levier qui commande un seul secteur, mais un secteur clé. Ainsi, si l'on trouvait le moyen de relancer le bâtiment, c'est un souffle d'air frais qui passerait sur de très vastes secteurs économiques. En effet, le bâtiment fait travailler des centaines de milliers de salariés qui lui sont propres, mais aussi l'industrie du ciment, la sidérurgie pour les fers à béton, le verre pour les fenêtres, etc. En aval, la construction des meubles, le sanitaire, l'électroménager dépendent étroitement de l'activité du bâtiment. À travers ces effets induits, la relance de ce secteur apparaît d'autant plus nécessaire aux professionnels. Voici un exemple de ces effets induits indirects.
C'est le chantier d'une entreprise dite de seconde œuvre, donc en aval des constructeurs. Chauffage, climatisation, une entreprise moyenne. Son chiffre d'affaires est tombé de moitié en 2 ans, 20% de personnel en moins. Et cette entreprise fait elle-même travailler une foule de sous-traitants et de fournisseurs qui fabriquent par exemple les canalisations, les chaudières. Ces fournisseurs à leur tour achètent de l'acier, etc., etc. L'enchaînement est semblable en amont des constructeurs, où l'on trouve, entre autres, les fabricants de ciment. Là, 12 000 salariés, un chiffre d'affaires qui baisse régulièrement depuis 4 ans. La reprise chez nous, ça suppose qu'il y ait une relance dans le bâtiment et les travaux publics. Alors c'est un secteur qui est lourd, c'est un secteur difficile parce qu'il dépend essentiellement de décisions des pouvoirs publics, étant donné les systèmes d'aide au logement et les systèmes de décision pour les investissements publics qui font marcher les travaux publics. C'est pratiquement suspendu à des décisions de caractère national. Une incitation nationale devrait bien sûr agir tout au début de cette chaîne aux maillons étroitement liés. Et ce début de chaîne, c'est la demande, les besoins de construction. Où en sont ces besoins? La reconstruction d'après-guerre est terminée depuis longtemps, le boom immobilier des années 60 aussi, et certains aujourd'hui pensent que le marché, au moins en France, est en voie de saturation. Mais ce n'est pas l'avis de tout le monde. Les besoins ont baissé, mais vous savez, c'est du gadget, c'est de l'alibi, c'est à la limite de l'hypocrisie. Il y a 4 ans, lorsque tout d'un coup, il y a eu la crise du pétrole, tout d'un coup, paraît-il, les besoins du bâtiment, il n'y en avait plus. En fait, vous savez, les gens ne regardent que les statistiques. Et les statistiques ne marquent pas ce que sont les besoins. Les statistiques marquent l'argent qu'on a mis à la disposition d'un secteur et aussi les obstructions des mécanismes administratifs. En fait, devant la chute de la demande naturelle spontanée, ce que réclament les professionnels du bâtiment, c'est une demande nouvelle provoquée par l'État. Bref, c'est à la porte de Raymond Barre que l'on frappe. Et au lendemain d'un conseil interministériel qui s'est penché sur la question sans rien promettre, Raymond Barre ne paraît pas disposé à ouvrir largement. Le cap général demeure celui de la croissance faible. La relance attendra, le bâtiment sans doute aussi. Un an de prison pour Gilbert Zemmour, ainsi en a décidé la 13e chambre correctionnelle de Paris, un jugement qui sanctionne les menaces de mort sous condition. La famille Zemmour avait été souvent inquiétée pour divers trafics, mais jamais véritablement accrochée par la justice. Le Tour de France, maintenant, étape capitale aujourd'hui entre Pau et Saint-Lary-Soulan. S'il faut la résumer, 4 gros titres. Bruyère, toujours maillot jaune. Le Français Martinez, vainqueur du jour. Bernard Hinault, second à 5 secondes, en forme magnifique. Enfin, la chute d'un champion, Bernard Thévenet, qui à bout de force a fini par abandonner dans l'ascension du Tourmalet. Voici le Belge Michel Pollentier. Son attaque à 5 km de l'arrivée a semblé un moment condamner Bernard Hinault. Mais le champion de France, sans s'affoler, refait son retard ici. Et Pollentier doit cette fois s'accrocher à sa roue. Chaque jour, Hinault étonne davantage. Et Pollentier est donc dans sa roue. La fin de l'étape, il l'accomplit en compagnie du champion de Belgique, mais aussi de Joop Zoetemelk et de Mariano Martinez. Martinez, lui, ne prend pas les relais. Il est donc plus frais que ses compagnons. Cela va lui servir, car regardez bien ici, sur la droite, il attaque, il démarre. Nous sommes à quelques mètres, seulement une centaine de mètres de l'arrivée. Arrivé donc de cette première étape de montagne, Martinez va conserver quelques secondes d'avance sur la ligne, alors que Zoetemelk a semblé en difficulté. Bruyère, nous l'avons dit, va garder son beau maillot jaune pour quelques jours encore sans doute, mais déjà l'on peut dire que Kuyper et Van Impe ont perdu le Tour de France, que Bernard Hinault s'apprête à gagner. Mariano Martinez, le smicard du peloton, l'emporte ici, confirmant ses bien belles qualités de grimpeur. Classement général, voici donc 4 coureurs dans le même mouchoir. Bruyère, Hinault, Zoetemelk, Pollentier, auquel il faut ajouter le Hollandais Kuyper qui n'est pas loin. Curieuse ironie du sort, nous l'avons dit, l'ascension de Bernard Hinault, qui semble irrésistible depuis cet après-midi, coïncide avec la déchéance de Bernard Thévenet.
On a vraiment eu l'impression aujourd'hui qu'un grand champion français passait le relais à un autre. Nous sommes dans la dernière étape du Tour de France 1973. Bernard Thévenet réalise un petit exploit. Il s'est échappé aux abords du vélodrome de la Cipale à Paris. Il est alors champion de France et il va gagner l'étape, terminer deuxième de ce Tour de France à 15 minutes de Luis Ocaña. On décèle en lui l'étoffe d'un futur vainqueur du Tour. Il devra attendre 2 ans, 1975, pour l'emporter. L'arrivée ayant lieu pour la première fois sur les Champs-Élysées. Et déjà on constate que les années paires ne sont guère favorables aux Bourguignons. En 1975, il est le premier à vaincre Eddy Merckx dans le Tour de France. En 1976, le dicton est respecté, c'est une nouvelle année noire. Et Thévenet revient en vainqueur au Tour sur les Champs en 1977. On a eu très peur pour lui, car une chute l'a précipité au sol avec bon nombre de concurrents. La route était très glissante et très dangereuse. Au terme de la grande boucle, Thévenet précède le Hollandais Kuiper de 48 secondes. Mais depuis cette victoire, Thévenet n'a pas réalisé de grandes choses. 1978, il est vrai, est une année paire. Jean-Michel Leliot était avec Bernard Thévenet à midi lors de son abandon. On a toujours l'impression que ça ira mieux, et puis juste pour suivre la course, vous avez eu les mêmes symptômes. Ça irait mieux, mais j'ai même en montant moins vite, j'ai les mêmes symptômes. Mais nous en avions discuté hier soir avec le docteur Miseray, il m'avait dit de repartir aujourd'hui, mais que si les mêmes symptômes se produisaient, alors qu'à ce moment-là, il va mieux s'arrêter. C'est le repos maintenant, c'est l'abandon, le repos. Ah oui, le repos, je pense que j'ai beaucoup besoin de repos. C'est surtout la tête, non? Ah bah oui, mais justement, le repos, enfin, j'ai surtout besoin de repos moral et nerveux surtout. Les années paires, ça marche pas, les années impaires, rendez-vous en 79? Ah, mais oui, enfin, de toute façon, non, rendez-vous en 79, oui, bien sûr, mais après tout, la saison n'est pas finie. En 76, j'ai abandonné dans le Tour, après, là, c'est bien marché en fin de saison. J'espère que cette année, ce sera pareil, parce que je le dois bien à tous les gens qui m'ont encouragé tout au long de la route. Voilà, et puis football, assez rapidement, tirage au sort des premiers matchs des Coupes européennes. Vous allez voir découvrir dans un instant donc la Coupe des clubs champions. Monaco rencontrera Bucarest les 16 et 30 août. Dans la Coupe des vainqueurs de Coupe, l'AS Nancy-Lorraine rencontrera le vainqueur de la Coupe du Danemark. Dans la Coupe de l'UEFA, Nantes aura affaire à forte partie, Benfica-Lisbonne les 13 et 27 septembre. Enfin, Strasbourg rencontrera un autre Danois, Elfsborg. Le temps maintenant, une fois de plus, est toujours inhabituellement froid et pluvieux pour la saison. Aujourd'hui, des nuages sur toute la France, des orages sur l'ouest, quelques rafales de vent au sud. Pour demain, bien peu de changements. Hélas, les brumes matinales feront place à un ciel de plus en plus nuageux sur la moitié ouest de la France. Le temps restera variable avec des ondées et des éclaircies, des orages sur les massifs montagneux. Disons aussi que les températures maximum seront en hausse. Voilà, Bruno Albin vient de me rappeler il y a quelques minutes, il est tout près des lieux de la catastrophe, c'est-à-dire à San Carlos de la Rapita. Il a, vous l'imaginez, les pires difficultés pour pénétrer car il y a beaucoup de barrages de police autour, mais il vient de me confirmer que dans une heure à peu près, à 21h30, nous recevrons des images de cette catastrophe, donc de ce camping qui a fait plus de 200 morts avec beaucoup de touristes français, belges et allemands, et que donc nous aurons ces images au besoin, et avec l'autorisation bien sûr d'Armand Jameau et de l'équipe des dossiers d'écran, nous interromprons le cours normal de nos émissions pour vous montrer ces images en provenance d'Espagne. Voilà, votre dernier rendez-vous en tout état de cause est vers 23h40 avec Hervé Claude. Bonne soirée à tous, à demain.